Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 15 décembre. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Un nouveau code de procédure pénale a été adopté hier vendredi en commission à l'Assemblée nationale. Selon le ministre de la Justice, ce texte va renforcer le droit des prévenus et garantir un procès équitable. Désormais, la durée de la détention préventive est limitée. Le ministre Sanson Kambili annonce d'autres innovations. La campagne électorale pour la reprise des élections locales a pris fin hier vendredi. Le vote dans les régions et communes concernées par cette reprise aura lieu demain, dimanche 16 décembre. À la veille du scrutin, le préfet d'Abidjan lance un appel au calme dans les différentes localités. Le Conseil du café cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont élaboré ce vendredi à Abidjan une déclaration conjointe destinée à valoriser l'économie cacaoyère. Celle-ci met en lumière les stratégies communes exécutées en matière de production, de consommation, de gouvernance et surtout de commercialisation. Enfin, les États-Unis annoncent des sanctions contre des responsables sud-soudanais pour leur rôle dans la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 2013. Leurs biens seront saisis et ils n'ont plus le droit d'effectuer des transactions financières avec ou depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Dans la page culture de ce samedi, nous ferons un tour à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour revivre ensemble le Tonkpeni Dallé, le festival des arts et de la culture d'An. La deuxième édition a refermé ses portes après 10 jours d'activité. Le Tonkpeni Dallé, acte 2, s'est donc déroulé sous les couleurs de la cohésion sociale, de la culture du peuple d'An. Mais qu'en est-il des acquis pour la région? Quelles sont les retombées pour la culture d'une manière générale? Professeur Loubamba Mathieu est avec nous. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, Tonkpeni Dallé, acte 2, c'est terminé. Pensez-vous que les Ivoiriens, dans leur ensemble, savent maintenant de quoi il s'agit quand on parle du Tonkpeni Dallé? Tonkpeni Dallé commence à s'institutionnaliser. De par le monde, on commence à connaître Tonkpeni Dallé. C'est une aspiration du peuple d'An au bonheur. Et nous pensons que les prochaines éditions seront véritablement une véritable connaissance de tous. Tonkpeni Dallé, c'est en Yakuba. C'est en Yakuba et cela signifie l'épanouissement de l'âme. C'est l'aspiration du peuple d'An au bonheur dans le Tonkpeni. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour parler des retombées justement de ce festival. À tout à l'heure, professeur. Merci, à tout à l'heure. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambili, a présenté le nouveau code de procédure pénale. Il a été adopté ce vendredi en commission parlementaire et selon le ministre de la Justice, ce texte va renforcer le droit des prévenus et garantir un procès équitable. Désormais, la durée de la détention préventive est limitée et d'autres innovations sont annoncées. Kolo Koulibaly. Le projet de loi portant code de procédure pénale comporte de nombreuses innovations. L'amélioration des mesures de protection des mineurs, une simplification des procédures, l'institution de nouveaux mécanismes juridiques assurant une alternative à l'incarcération et le renforcement des droits des parties. S'agissant de la garde à vue, elle fait désormais l'objet d'un meilleur encadrement. Article 71 et suivant. En effet, elle ne peut être prescrite que dans les conditions limitativement énumérées. Article 71, alinéa 2. Elle ne peut être prorogée que sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République. Article 72, alinéa 2. Les droits de la personne gardée à vue sont renforcés par la détermination du début et de la fin de la garde à vue. Il existe une alternative à la détention préventive. Sur la base de sa bonne foi, un inculpé peut juste être mis à l'épreuve de respect d'obligations spécifiques comme des travaux d'utilité publique. La détention préventive a désormais une durée limitée. Pour les délits, la durée maximale de la détention préventive est de 6 mois. Article 166, renouvelable une première fois par le juge d'instruction et une dernière fois par la chambre d'instruction après décision motivée. Quant au crime, la durée est de 8 mois, renouvelable article 167, suivant les mêmes distinctions. La cour d'assises est remplacée par le tribunal criminel et la chambre criminelle de la cour d'appel. La chambre d'accusation change de dénomination, elle devient la chambre d'instruction.
À partir de ce nouveau code, on ne pourra plus arrêter abusivement quelqu'un sans mandat, sans des preuves justificatives. Parce que le CB ou le commissaire de police peut même perdre sa qualité d'OPJ, c'est-à-dire ne peut plus poursuivre quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il peut perdre son emploi si vraiment il continue d'abuser. Ce nouveau code de procédure pénale comprend 853 articles. Adopté en commission, il doit passer devant l'ensemble des députés en plénière. Et on reste à l'Assemblée nationale où 2 projets de loi ont été également adoptés hier en commission. Il s'agit du projet portant régime des zones franches, projet présenté par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ce projet fait la promotion de l'activité industrielle en Côte d'Ivoire. L'autre projet qui a été présenté par le ministre de la Fonction publique fixe les règles relatives à l'engagement des médecins militaires à la retraite. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Le projet de loi soumis par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME Souleymane Diarra-Souba porte un régime des zones franches voté à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a pour objet de déterminer le régime juridique des zones franches en Côte d'Ivoire et permettra de développer de nouveaux pôles de croissance économique à Abidjan et à l'intérieur du pays afin de promouvoir l'activité industrielle. La mise en œuvre de ce projet de loi, à travers bien sûr ces décrets d'application qui seront pris, permettront à notre pays, la Côte d'Ivoire, de se doter d'un nouvel instrument juridique pour permettre en tout cas d'attirer des opérateurs économiques régionaux, nationaux et internationaux dans différents secteurs d'activité qui sont nos priorités. Il est bon qu'il y ait des espaces comme des zones franches, je veux dire multisectorielles, qui permettent en tout cas d'attirer dans notre pays beaucoup d'investisseurs pour créer aussi bien de la richesse et créer des milliers d'emplois pour nos jeunes et nos femmes. Autre projet de loi soumis à l'adoption de l'Assemblée nationale, celui portant ratification de l'ordonnance 2017-821 du 14 décembre 2017 fixant les modalités d'engagement des médecins militaires à la retraite dans l'administration publique et les établissements publics nationaux. Ce projet de loi, soumis par le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, comportant un article unique, a été voté à l'unanimité des membres présents de la Commission des affaires sociales et culturelles. Les médecins militaires sont très bien formés et lorsqu'ils arrivent à la retraite, ils sont encore pleins d'expérience. Le gouvernement, face donc au déficit de ce personnel de qualité dans la fonction publique, a pris une ordonnance pour permettre que par voie contractuelle, la fonction publique puisse disposer de ce personnel de qualité. Issa Coulibaly a soutenu que la conduite d'un tel processus de recrutement appelle la mise en place d'un dispositif normatif et d'encadrement efficace et inclusif associant les ministères techniques concernés. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la reprise des élections municipales et régionales. La campagne a pris fin, je rappelle, hier vendredi, et le vote dans les régions et communes concernées par cette reprise aura lieu demain dimanche 16 décembre. À la veille justement du scrutin, le préfet d'Abidjan lance un appel au calme dans les différentes localités pour le bon déroulement de ces élections locales. Laurent Sacho, Kolo Coulibaly. C'est à Bingerville que le préfet d'Abidjan a débuté cette visite. Ensuite, Vincent Toby s'est rendu à Port-Boué. Dans ces 2 communes, le message était le même, des élections apaisées. Nous avons saisi l'opportunité de la rencontre pour demander instamment à chaque candidat d'appeler les électeurs au calme, parce que c'est juste une compétition, ce n'est pas une bagarre, il est important que ce processus se passe bien. Et je peux rassurer l'ensemble des populations, des électeurs, que la sécurité sera assurée. Des dispositions spéciales ont été mises en place. C'est en même temps une mise en garde contre les perturbateurs ou contre ceux qui agiront au contraire des lois de la République de Côte d'Ivoire pendant cette élection. Les personnes qui le feront, qui agiront ainsi seront interpellées. Au cours de cette visite, les différents candidats aux municipales à Bingerville et Port-Boué se sont engagés à œuvrer pour des élections paisibles, mais aussi à respecter les résultats des urnes.
Pourquoi voter? Quel est l'intérêt? L'organisation non gouvernementale DPA, qui signifie Désir de paix et d'avenir, vient justement de tenir une rencontre sur l'intérêt et l'importance du vote. À travers une caravane, l'ONG va parcourir tout le pays pour prôner son message. Ahmed Traoré, Kolo Koulibaly signe ce reportage. Les Ivoiriens et la culture de la paix, thème de la conférence animée par l'organisation non gouvernementale DPA, Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Selon Clément Seyi, président de cette structure, les Ivoiriens ne participent pas massivement au vote, d'où la volonté des ONG de parcourir toutes les contrées du pays afin d'instruire les Ivoiriens sur l'intérêt de prendre part aux scrutins électoraux, ce à travers une campagne dénommée Caravane de l'espoir. Nous militons pour la culture électorale. Nous estimons que nos parents ne votent pas suffisamment et que nous estimons que pour qu'il y ait un candidat bien élu, il faudrait qu'il y ait au moins la majorité absolue des Ivoiriens en âge de voter qui participent à une élection. L'ONG DPA s'est également donné pour mission de mener des actions en vue d'éveiller les consciences. Elle entend aussi changer les mentalités dans tous les secteurs socio-professionnels. Et toujours au chapitre politique de ce 20h, le président du mouvement Force 2015 vient de prononcer une conférence de presse. Le député Charles Niaouré s'est prononcé sur l'actualité politique au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Olivier Iriebi, Aboussanogo. La situation sociopolitique du moment. Le congrès constitutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix du 26 janvier 2019, l'élection présidentielle de 2020, des sujets parmi 6 autres sur lesquels le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, Charles Niaouré, s'est prononcé face à la presse. Pour lui, les dissensions au sein de la coalition des partis ne doivent pas empêcher l'existence du RHDP. C'est ça la politique. L'essentiel pour nous, c'est de travailler à l'union, à la cohésion pour que notre pays reste toujours stable, reste toujours dans la paix. Nous, RHDP, nous sommes prêts à toutes les éventualités démocratiques pour faire la preuve de ce que nous sommes le plus grand parti politique ivoirien, nous sommes le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Dans sa nouvelle composition, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix veut solidifier sa position dans le paysage politique ivoirien. Face aux nombreux défis, un congrès constitutif est annoncé pour janvier 2019. Rendez-vous pour lequel le mouvement de soutien au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, entend jouer une part active dans la mobilisation des troupes. Le sénateur de la région du Guémon, Evarissa, vient aussi de convier la presse pour faire une déclaration. L'élu de la localité du Guémon a confirmé devant les journalistes son adhésion au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Laurent Sachaud, Herman Guivet pour le reportage. La grande famille du RHDP s'agrandit. Sur sa liste, il faudra désormais compter avec le sénateur de la région du Guémon, Évariste Tietemou-Monsa, vient d'y déposer ses valises. Hier, j'étais dans la cour du RHDP. Aujourd'hui, le temps est venu pour moi de me décider à entrer dans la maison familiale qu'est le RHDP. C'est pourquoi j'offre ce jour mon adhésion au RHDP, militer activement en son sein et me mettre à la disposition de sa haute direction. Je demande à tous mes parents du Guémon de se joindre à moi pour nous inscrire dans une vraie dynamique de paix, facteur de développement durable. Et j'invite tous les Ivoiriens qui traînent encore les pas de se rallier à cette cause noble afin d'accompagner le président de la République dans sa volonté de construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, rassemblée et prospère. Évariste Tietemou-Monsa, ex-militant du Front populaire ivoirien, député de Bangolo de 2011 à 2016 et maire de Bangolo de 2013 à 2018. À ce jour, on enregistre plusieurs adhésions des cadres de la région du Guémon au RHDP, notamment Honoré Guiboni, Taï Thierry et Garoger. Le parti politique dénommé Force au Peuple vient de faire son entrée sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Ce parti a été officiellement présenté par son secrétaire général Fondio Vazoumana. Et le Force au Peuple a donné sa vision de la gestion de la nation ivoirienne sous le thème Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain, les vrais défis de notre société. On en sait plus avec Wonyon Télé Soro à Boussanogo.
Un nouveau parti sur l'échiquier politique ivoirien. Force au peuple. Son objectif, amener la population ivoirienne à prioriser l'intérêt national. Force au peuple ambitionne de s'appuyer sur un projet politique et démocratique moderne qui résoudrait les problèmes de la société. Notre parti est dirigé par un secrétariat général, présidé par un président du parti, avec 6 vice-présidents, un secrétaire général, plus 26 secrétaires généraux adjoints et des secrétaires nationaux. Notre organisation a réussi à installer 4 sections tout dans le district d'Abidjan. Le taux de pauvreté tel que donc dit par la Banque mondiale est encore de 46%. Le taux donc de chômeurs est fortement élevé. Il est bon que, n'est-ce pas, on puisse tenir compte de ces aspects-là, comme bâtir un État moderne. Concernant donc 2020, il nous faut éviter une tournure fâcheuse dans leur intérêt. Force au peuple a été créé le 18 août 2018 à Abidjan. Il revendique 500 militants. Se disant de la gauche progressiste, Force au peuple s'approprie la pratique d'une politique sociale proche des préoccupations des Ivoiriens. Et loin de la scène politique, le Conseil du café cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont élaboré ce vendredi ici à Abidjan une déclaration conjointe destinée à valoriser l'économie cacaoyère. Celle-ci met en lumière les stratégies communes à exécuter en matière de production, de consommation, de gouvernance et surtout de commercialisation, comme nous l'explique de façon détaillée l'enseignant Bakayoko. Principal signe de la coopération naissante, la Côte d'Ivoire et le Ghana décident d'un prix en dessous duquel ces 2 gros producteurs qui représentent 60% de parts de marché ne vendraient pas à l'international. Les 2 pays se sont accordés à définir un prix plancher du cacao qui sera déterminé fin janvier 2019. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette coopération, a modifié son système de commercialisation pour le faire migrer vers celui du Ghana. Le système ivoirien en vigueur consiste à être sur le marché international tout le long de l'année, alors que le Ghana ne vend que si les cours internationaux sont favorables. Une norme commune sera élaborée dans ce contexte pour assurer la durabilité du cacao. Les pays s'engagent à organiser un forum d'affaires sur le cacao tous les 2 ans, alternativement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Une structure organisationnelle chargée de la gestion de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été adoptée. D'autres mesures ont été adoptées pour garantir la qualité de la production. Celles-ci portent sur la promotion de l'agroforesterie, la lutte contre les changements climatiques et surtout contre la maladie du Swollen-Shoot. Les opérations d'arrachage à la frontière entre les 2 pays sont en cours après le lancement de l'opération dos à dos à Pila le 23 août 2018. Plus de 25 000 hectares ont ainsi déjà été arrachés. Au niveau de la consommation du cacao, les 2 pays prévoient de vulgariser le marché local et régional. Axe majeur de cette politique, la promotion d'artisans chocolatiers et des PME-PMI. Notez également dans l'actualité nationale l'autorité de régulation des télécommunications, ARTC, qui se prépare à l'introduction de la technologie 5G en Côte d'Ivoire. Une réunion vient donc de se tenir à Abidjan pour en discuter. Les réflexions portées sur les dispositions à prendre pour préparer l'arrivée de la 5G. Jean-Luc Bambo. Successeur logique de la 4G, l'introduction de la technologie 5G en Côte d'Ivoire est annoncée pour 2020. En attendant, l'autorité de régulation des télécommunications, TIC, a engagé les réflexions autour des dispositions à prendre en vue de préparer l'arrivée de cette 5G. Le secteur avance très vite et il ne faut pas donc attendre que la 5G soit là pour commencer à voir les contours. La 5G, c'est aussi une évolution. C'est en 2016 que la 4G a fait son entrée en Côte d'Ivoire et nombreux sont les abonnés de la téléphonie qui attendent encore de bénéficier de tous les avantages annoncés. Mon téléphone a 4G, mais quand je suis âgé, vu que je n'arrive pas à aller sur 4G, voilà, on essaie de balancer en 3G, 3G75, mais lorsqu'on arrive à bien, ça passe sans problème. Mon souhait est que la 4G soit aussi dans ma ville, à Jacquesville. Dans ces temps-ci, je ne suis pas trop satisfait de la puce. Au départ, ça allait, mais maintenant, j'ai des soucis au niveau du réseau. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la 4G ou pas. Pourtant, le directeur général de l'ARTCI est formel. L'introduction de la 4G a facilité la vie des consommateurs ivoiriens et la 5G viendra davantage transformer l'utilisation du téléphone et bouleverser l'économie. Beaucoup plus de confort, des débits qu'on pourra effectivement prendre en compte dans les différentes relations. On parle des objets connectés, ça veut dire qu'en fait,
beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de besoins. C'est pour répondre aux besoins. Les besoins sont là, il faut pas attendre avec la 4G, il faut aussi que la 5G, qui est démontrée comme une solution pour l'avenir. La technologie 4G a permis une meilleure vulgarisation des services de télécommunications avec un taux de pénétration qui se situe aujourd'hui à 135%. Un taux que la 5G devrait encore faire croître. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, les meilleurs athlètes et encadreurs sportifs ivoiriens de la saison 2017-2018 ont été célébrés par le ministre des Sports dans Haut-Paulin. Cissé Cheikh Salah, Ruth Gbagbi et Touré Clémentine ont été primés par le ministre des Sports. Le reportage de Jean-Sylvain Esso et Samuel Metch. Président de fédération, encadreurs sportifs, athlètes, tous étaient présents au siège de la Confédération africaine de handball ce vendredi sur invitation de la tutelle pour la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit des meilleurs sportifs de l'exercice 2017-2018. Nous avons voulu donc récompenser le mérite de tous les athlètes, les inviter à devenir des modèles d'abnégation, des modèles de l'union que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, des modèles de référence dans la discipline qu'ils ont sur leur corps, et surtout des modèles de travail. Et nous sommes venus donc les récompenser au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour les appeler à plus d'abnégation, à plus de sursaut et surtout à intégrer les valeurs du sport qui nous amènent vers le dépassement de soi, l'amour de la patrie et la discipline. Cissé Cheikh Salah est désigné deuxième meilleur athlète après Talou Marie-José, récompensé en août dernier. Le taekwondoïne, en plus du prix d'excellence, reçoit la somme d'1 500 000 francs CFA. Autre prix d'excellence, celui décerné à Ruth Gbagbi, troisième meilleure athlète de la saison. Elle reçoit la somme d'1 million de francs. Le prix du deuxième meilleur encadreur sportif revient à Touré Clémentine, entraîneur de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, qui repart avec la somme de 1 500 000 francs CFA. Dans l'ensemble, la saison sportive 2017-2018 a été fructueuse avec 348 médailles, dont 122 d'or, 102 d'argent et 124 de bronze. Je l'annonçais dans les titres, les États-Unis annoncent des sanctions contre 3 personnalités pour leur rôle dans la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 2013. Il s'agit d'un ancien général de l'armée israélienne, le beau-frère du président Salva Kiir et un homme d'affaires sud-soudanais. Leurs biens aux États-Unis seront saisis et n'ont plus le droit d'effectuer des transactions financières avec ou depuis les États-Unis. Ils sont accusés par les États-Unis d'Amérique de perpétuer une violence et une souffrance humaine au Soudan du Sud. On ouvre maintenant la page culture de ce 22 avec la 6e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes. Un colloque à l'université Peleforo Coulibaly et sur le riche patrimoine culturel Senufo vient de se tenir avec en bonne place Zélé de Papara qui aura fortement marqué la musique de ce peuple. Kader Sogodogo. Zélé de Papara, 24 années après sa mort, un colloque consacre une communication sur cette artiste pionnière de la modernisation de la musique Senufo. Mère de 11 enfants, aucun n'a survécu au-delà de 3 ans. Grâce à son genre musical, le bari, elle sera connue par feu le président Félix Houphouët-Boigny, grâce à qui elle va faire de nombreuses scènes. Si sa musique aura été un moyen pour elle de surmonter certaines tragédies, sa disparition se fera, elle, de manière tragique. Une nuit pluvieuse, précisément le 16 août 1994, entre 20h et 21h, sa cabane va s'écrouler sur elle. Au lever du jour, elle est déjà conduite sous... Aujourd'hui, vous ne trouvez aucune œuvre de Zélé. Vous ne trouvez aucune pièce, aucune trace comme si elle n'a jamais existé. Pire, même sa tombe. Pire, vraiment. Là, c'est vraiment un cri de cœur. Même la tombe de Zélé. On ne sait pas où ça se trouve. À l'occasion de la 6e édition du FASA, un colloque à l'université Peleforo Coulibaly lui est consacré. De quoi plaider pour qu'elle soit immortalisée à travers ses œuvres. En 2009, je suis venu en Côte d'Ivoire parce que je vis à Los Angeles. Je suis revenu et j'ai essayé de retrouver des éléments sur Zélé de Papara. Je n'en ai pas trouvé. Pas de bande enregistrée, pourtant il y a eu des émissions sur elle.
je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, si vous allez en ligne, vous allez trouver peut-être que 2 ou 3 éléments qui existent de Zérib de Papara. Pour quelqu'un de cette immensité artistique et culturelle, nous trouvons que c'est vraiment dommage. Le tam-tam avec lequel elle jouait, le tambour qu'on appelle le kochan, qu'elle accrochait à sa hanche, le tambour il est là, il est percé, il se retrouve dans des déchets, dans une case abandonnée. Oh, c'est des œuvres de musée. C'est des œuvres de musée, on peut déposer ça là, ne serait-ce que dire, voilà le tam-tam sur lequel Zélé a joué, voilà le balafon avec lequel elle a joué, voilà la queue de cheval qu'elle tenait, voilà les couris qu'elle portait au cou, voilà les sandales qu'elle portait, voilà les tissus qu'elle portait. C'est vrai qu'elle est morte, mais tout ça, on peut le mettre dans un musée. Paul Wassaba, un virtuose de la musique ivoirienne des années 70, contribue à sa manière à travers un a cappella à l'hommage à Zélé de Papara. Medaba lo kambema se jamba lo kambema. Medaba lo kambema se benga lo kambema. Weda salo bade. Weda salo bade. Weda salo ba wele kabanto. We rapie tete follow. Lui aussi est un grand artiste. Il a un grand nom, vous le connaissez. Il s'agit de l'artiste Baïs Pinto qui vient de célébrer ses 45 ans de carrière. Et il aura marqué la sphère culturelle des années 80 en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Franck Kouadio. Sa voix de stentor aura traversé le temps. Présenté comme atypique à ses débuts, Galier Baye Sylvestre, ou si vous voulez Baïs Pinto, 45 ans de vie artistique, tranche toujours dans le décor. La carrière a débuté très jeune dans des groupes tels One Plus. Il embrasse ensuite une carrière solo. En 1979, Taxi Sougnon, coup d'essai, coup de maître. Entre 80 et 92, des tubes successifs. Awane, Beizoko, Niamama, entre autres, qui lui ouvrent les portes de la scène de l'Olympia en France. Il a posé un autre acte à Paris. Quand j'ai fini l'Olympia, vous pouvez m'appeler. Il dit, tu as fait l'Olympia de Paris. Comment tu vas te comporter en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas chanter à Bobo? J'ai dit, mais papa, mais à Bobo, c'est mon coin, c'est là où je chante tous les jours. Il dit, et Koumassi, tout ça, est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter à Koumassi, je vais chanter dans toute la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, c'est très bien. Une carrière pleine de péripéties, mais aussi de joie, l'artiste dit en retenir que le meilleur, du talent encore à revendre malgré le poids des années. J'ai cette chance d'avoir toujours des bons titres. Sur Taxi Sougnon, il y avait Poigne, il y avait Djamo Djamo, il y avait Galia Yono, il y avait Zianachi, il y avait... Enfin, ceux qui connaissent Baïs Pinto, il y avait des titres qui faisaient l'affaire des gens. Mais la particularité de l'homme à la voix d'or, ce sont ceux qui l'ont pratiqué qui en parlent le plus. Diabostek a bien connu l'artiste. Il a tout apporté. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les Meoué et tout ça, ils sont sur les traces de Baïs. Ils sont sur les traces de Baïs Pinto. Baïs Pinto, si vous voulez, Baïs Pinto, Louga François, Amédée Pierre, les deux Albert sont les précurseurs de cette voix ivoirienne. Djedje, d'accord, sa musique s'accordait à sa voix, mais Baïs, ça sont des voix sûres. Une technique de chant et une occupation scénique remarquable. On se souvient encore de la rivalité exacerbée par les médias avec le défunt Louga François. Baïs Pinto aurait inspiré bien d'artistes, Noël Doré par exemple. Oh, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est son sérieux, son professionnalisme, l'amour du métier, l'amour de travail. Il était comme tous les autres, hein, dans le creux de la vague des fois, mais il s'est armé de courage parce que je lui disais toujours, tu es le plus grand chanteur. 45 années de carrière et une musique qui traverse les générations. Il a une belle voix et puis il avait une belle carrure. En tout cas, il a marqué son époque. Ah non, il a la voix d'or. En tout cas, il fait de la mélodie, sérieusement. Et puis, il fait la musique du terroir. Si soignon, maman moué, oh, ti soignon, oh. Se rassurer cependant, Baïs Pinto n'en a pas fini avec la musique.
c'est selon lui sa sève nourricière. À 62 ans aujourd'hui, l'artiste né le 31 décembre 61 à Treichville a toujours la même verve créatrice. Voilà l'homme à la voix d'or, Baïs Pinto, qui se prépare donc à célébrer ses 45 ans de carrière la semaine prochaine. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous l'aimez bien aussi, Baïs Pinto? Très bien. Vous aimez sa voix? Une très belle voix. Alors, on va parler ce soir du Tonkpini Dale avec vous. Et je rappelle donc, vous êtes le commissaire général du Tonkpini Dale, acte 2, qui vient de refermer ses portes. Alors, on assiste à une floraison de festivals en Côte d'Ivoire. On peut citer la Bissa que vous connaissez bien chez les Nzima Kotoko, le Popo Carnaval chez les Abourés. Et depuis 2 ans maintenant, le Tonkpini Dale s'est ajouté à la liste. Dites-nous, est-ce un effet de mode ou un phénomène de réappropriation culturelle? Ce n'est pas un effet de mode. C'est un véritable processus de valorisation de la culture. Il y a 2 conceptions de la culture. Il y a la culture comme élément festif, mais il y a la culture comme ensemble de valeurs, ensemble de pratiques sociales. Et nous, au niveau du Tonkpini Dale, nous avons pris la culture dans ce sens global et holistique. Et c'est pour cela que les activités qui sont au programme sont nombreuses parce que justement, la culture couvre toute la dimension existentielle de l'homme. D'accord. Donc alors, ce n'est pas du tout un effet de mode, au contraire, c'est un processus de valorisation de la culture. Processus de valorisation de la culture, et précisément de la culture dent. Dites-nous, qu'est-ce qui caractérise justement le Tonkpini Dale? D'abord, j'ai dit que c'est un processus holistique, c'est-à-dire englobant. Il y a eu certainement beaucoup d'initiatives sectorielles. Quand vous allez dans le Tonkpini, il y a beaucoup d'initiatives sectorielles. Mais ce que nous avons entrepris, c'est parce que nous voulons justement une réappropriation, une valorisation de la culture pour que, au niveau mondial, cela soit justement en sorte que quand on va à l'universel, on puisse offrir quelque chose, faire de la rencontre des cultures une richesse. Ensuite, faire de la culture une base de développement. Et enfin, faire de la culture un socle de cohésion sociale. Ce sont ces 3 objectifs-là qui guident l'entreprise que nous avons mise en place. Vous êtes d'accord pour que toutes les régions ici en Côte d'Ivoire puissent avoir le festival? Ça serait une très bonne chose. Quel serait donc l'intérêt? L'intérêt serait justement que les Ivoiriens s'approprient leur culture. S'approprient leur culture. Aujourd'hui, à la rencontre de l'universel, quand vous allez au rendez-vous du donner et du recevoir, si vous n'apportez rien, si vous ne connaissez pas votre culture, vous appropriez la culture des autres. On appelle ça l'aliénation. Et nous allons nous imprégner de cette culture dent. On va se rendre à Mans justement pour revivre ensemble les temps forts de ce festival des arts et de la culture dans le Tonkpini Dale. C'est avec notre correspondante sur place, Eve Bouy. Avoir au moins 34 ans, être naturellement belle avec des jambes bien remplies, savoir s'exprimer en langue dent sont entre autres les critères qui auront permis à Gueux Francine, 34 ans, mère de 4 enfants, brassard numéro 2, d'arracher le titre de la Senga 2018, la plus belle femme dent. Senga, qui signifie pépite d'or, est un concours qui vise à magnifier et mettre en valeur la beauté de la femme dent. Ce concours est une des activités majeures inscrites au programme du Tonkpini Dale, le Festival des arts et de la culture dent. Autre aspect du festival, forum économique, colloques, expositions et marchés du festival, sports patrimoniaux et loisirs, villages gastronomiques, arts visuels et numériques, arts vivants, parmi lesquels danse, chant, masques, contes et autres. Pour l'édition 2018, 10 jours auront permis aux nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs de découvrir et redécouvrir le riche patrimoine culturel, artistique, touristique et économique du peuple dent et de ses alliés.
Cette année, le peuple baoulé est l'invité national, tandis que la Chine est l'invité international. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain du Nidalé, a encouragé et salué la tenue de ce festival fédérateur et rassembleur, initié par le ministre Albert Touakus Mabry, par ailleurs président du conseil régional du Tonkpi. Voilà, professeur, vous voyez, on vient de voir plusieurs activités ont été menées pendant 10 jours, notamment les danses. Alors, parmi les danses, dites-nous quelles sont celles qui ont été mises à l'honneur cette année. D'abord, les danses des masques. Vous savez, le peuple Dan est tout entier dominé de la naissance jusqu'à la mort du phénomène masque, qui est une véritable institution. Les masques sont variés. Il y a toute une typologie des masques. Il y a des masques de réjouissance, des masques de naissance, des masques sacrés, des masques qui accompagnent les morts, des masques de réjouissance, des masques pour les récoltes, pour les labours. Il y a même des masques pompiers qui, pendant la saison sèche, passent de village en village pour éviter que l'incendie se produise. Et tous ces masques ont fait leur sortie? Évidemment, pas tous les masques. Le temps ne pourrait pas suffire pour que tous les masques puissent sortir en si peu de temps. Il y a tout un programme et nous, pour les prochaines fois, nous entendons justement faire un inventaire pour qu'on puisse faire un programme dans le cadre du Nidalé, un calendrier festif, de sorte à ce que les masques dans les villages puissent être visités directement dans les villages. Les femmes aussi ont fait des concours. Oui, le Tonkpi Nidalé a procédé cette fois-ci à une organisation thématique. Il y a eu une journée de femmes et cette journée a été l'une des plus réussies. Comme on le voit dans les images. Oui, dans la mesure où elles ont fait état de leur savoir-faire. Elles ont fait des produits artisanaux, des confections, etc., etc. En tout cas, les femmes nous ont montré qu'elles savent faire beaucoup de choses au plan traditionnel. Le Tonkpi Nidalé, c'est aussi l'habillement. Évidemment, l'habillement. Comme vous l'êtes ce soir sur ce plateau. Merci. C'est un pain spécial que nous avons et qui a beaucoup... Ça a manqué pendant ces fêtes-là. Les tisserands ont eu beaucoup de mal à fournir le marché parce que c'était beaucoup demandé. C'est dire qu'au plan économique, aujourd'hui, le Tonkpi Nidalé commence à faire beaucoup d'effets dans la mesure où les hôteliers, les restaurateurs... Donc il y a des retombées économiques. Économiques. Les restaurateurs, les hôteliers, chacun a eu pour son compte. Et nous pensons que les prochaines fois, nous organiserons encore mieux pour que les retombées économiques soient encore beaucoup plus grandes. Alors, sans faire le tour de toutes les activités, faites-nous le point des innovations cette année, des grandes innovations. Il y a eu d'abord l'étendue. L'année dernière, c'était 5 jours. Et cette année, c'est 10 jours. C'est pour permettre à la dimension réflexive d'avoir suffisamment de temps. C'est dans ce cadre-là que le colloque qui a eu pour sujet culture et cohésion sociale a pris 2 jours avec 18 communications. Et ce colloque a véritablement analysé la plupart des fondamentaux de la culture en direction de la cohésion sociale. Et cela nous a permis de passer en revue énormément de points que le colloque nous a demandé d'approfondir encore. Alors, combien de visiteurs l'acte 2 de Tonkpi Nidalé les spécialistes qui étaient avec nous chiffrent de 250 à 300 000. 250 à 300 000. Oui, à 300 000. À 300 000 visiteurs. Alors, avec un tel nombre, dites-nous quel impact pensez-vous avoir eu en termes de promotion culturelle? D'abord, au point de vue de la cohésion sociale, nous pensons qu'il y a une affluence. Il y a un véritable engouement qui se fait aujourd'hui pour le Tonkpi Nidalé. Et cela anime la région du Tonkpi. Lorsque chacun se prépare maintenant, lorsque décembre arrive, chacun se prépare pour aller dans le Tonkpi. C'est un qui est maintenant dans les calendriers. Ça rentre dans les calendriers. Il y a aussi, au plan de vue du transport, je l'ai dit tout à l'heure, même les vols de notre compagnie nationale ont dû faire des vols supplémentaires. Il y a également que l'exposition qui a eu lieu
a attiré énormément d'entreprises. Nous avons vu des entreprises chinoises, des entreprises égyptiennes, béninoises, sans compter les entreprises ivoiriennes en grand nombre. D'accord. Alors, l'acte 2 du Tonkwini d'aller à baisser le rideau, leçons apprises et perspectives pour l'acte 3. Alors, nous pensons être, nous pensons être sur la bonne voie. Nous voulons dire à toute la population du Tonkwi que c'est leur affaire. Il faut qu'ils s'approprient. Les communautés qui vont être invitées les prochaines fois, nous allons directement les loger dans les villages pour qu'ils s'imprègnent directement des cultures. Et nous voulons dire aussi à toute la population ivoirienne ou internationale que désormais, il y a un moment, un lieu où ils peuvent aller se sourcer à la culture, notamment à la culture d'An. Merci beaucoup, professeur Lubamba Mathieu, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci. En tout cas, vous êtes à la retraite, mais vous êtes très actif parce que vous continuez d'enseigner. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur émérite. Vous continuez d'enseigner, même étant à la retraite. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je rappelle que demain, la reprise des élections municipales et régionales aura lieu demain, dimanche 16 décembre. Le préfet d'Abidjan, on l'a vu, appelle au calme dans toutes les localités concernées par cette reprise. Fin de ce 20h, à demain, à la même heure.